Mieux vaut-il grimper ou faire du renforcement musculaire ou même un mix des deux? C'est la question que je me suis posée et à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Est-ce qu'il faut faire beaucoup de gainage, beaucoup de renforcement? Quand? Comment? Et à quel ratio? Déjà, il faut remettre les choses en place. La grimpe, qu'est-ce que c'est? La grimpe, il y a une multitude de facteurs qui te permet d'être un bon grimpeur et n'en déplaise à certains. Le premier facteur qui va dicter ta performance, c'est la force. Quand je parle de force, je parle évidemment de force à doigts, même s'il y a la force à bras. Pourquoi la force à doigts? Parce que, tout simplement, t'as beau avoir la meilleure technique du monde, les meilleures tactiques, la meilleure visualisation, si à un moment tu n'es pas capable de tenir les prises, eh ben tu ne peux pas les tenir. Tu n'es pas capable d'appliquer toute ta technique, tout ton savoir, bref, ta gestuelle de grimpe. Et je pense qu'on a tous déjà vécu cette situation où on est capable de visualiser, on comprend ce que l'on doit faire dans un bloc, mais on n'est pas capable de faire ce bloc parce qu'on n'a pas le niveau physique requis. Alors ça peut être soit la force à doigts, force à bras, il y a plein de facteurs limitants, mais je pense que tu vois où est-ce que je veux en venir. Ensuite, on a la technique. En escalade, elles sont nombreuses, que ce soit les techniques de main, les techniques de pied, avec les lolottes, les drapeaux, et j'en passe, les croisés, décroisés, bref, il y en a beaucoup. Ensuite, on a la tactique, tout ce qui va être la lecture, la mémorisation, la visualisation vont faire partie de cet arsenal que tu vas te construire au fur et à mesure de ton expérience. L'engagement également, le fait de dompter, je dirais, ces émotions, la peur de la chute, tout ça, ça fait partie un peu de la tactique, on va dire même du mental plutôt. On a également la nutrition, le sommeil et j'en passe, d'autres. Mais on a également surtout et avant tout le mouvement, juste après la force. Ce qu'on pourrait appeler le QI de grimpeur, c'est-à-dire ta capacité à appliquer, voilà, à utiliser même toutes les ressources que tu as, donc ton mental, ta visualisation, ta force, ta souplesse, bref, toutes tes ressources vers l'atteinte d'un sommet, vers l'atteinte du relais d'une voie ou bien vers l'atteinte d'un bloc. Maintenant, le conditionnement, ça, c'est propre à chacun, mais moi je le vois plutôt comme un complément de l'escalade. C'est quelque chose qui fonctionne même en synergie. L'un ne doit pas dépasser l'autre. Après, forcément, il y a des différences. Ça va dépendre des forces et des faiblesses de chacun. Donc, d'une personne à une autre, on ne va pas faire la même chose. Dans le conditionnement, moi, je mets tout ce qui va être exercice de force à doigts. Par exemple, lorsque tu vas te mettre sur une poutre, tu vas tirer pour développer ta force à doigts. On a également tout ce qui va être gainage, tout ce qui va être renforcement musculaire, et j'en passe. En tout cas, je veux bien que tu distingues la grimpe du conditionnement renforcement. Maintenant, quel ratio utiliser? Quel ratio entre je grimpe et je fais des exercices pour me renforcer? Je pense que, et ça je l'ai dit juste avant, ça dépend de l'expérience. C'est pas une vraie réponse, je sais qu'on aimerait bien avoir des chiffres, tu vois, mais on pourrait dire plus ou moins aux alentours de 70-30. Tu vois, 70% du temps, tu vas venir grimper, donc que ce soit du bloc ou de la voie, et 30% du temps, tu vas venir faire des exercices de renforcement, ta mobilité, des antagonistes, des anneaux, et j'en passe. Après, ces exercices de renforcement, tu vois, en fonction de ton niveau, ils peuvent être plus ou moins orientés vers des exercices à doigts. Tu vois, forcément, plus tu vas avancer, plus tu vas devenir un bon grimpeur, plus il va être intéressant de développer ta force à doigts parce qu'elle va devenir un facteur limitant pour passer une cotation supérieure. Lorsque tu es débutant, c'est pas toujours utile, je dirais, de mettre tout le focus sur tes doigts. Alors certes, il y aura toujours un aspect bénéfique, mais il faut pas que ça se fasse au détriment de ta gestuelle. Mais reste jusqu'au bout, je vais développer l'idée, je vais t'expliquer ce que j'entends par là. Alors, quand est-ce qu'on va faire du conditionnement? Déjà, ce renforcement, ce conditionnement, je pense qu'on peut le faire à tout moment, dès qu'on commence à grimper. On a tous et toutes intérêt à développer, à se renforcer, par exemple, à renforcer son gainage pour développer les muscles stabilisateurs lorsqu'on est en train de grimper. C'est pas quelque chose qui est antinomique de l'escalade, de la grimpe en elle-même, du mouvement, c'est quelque chose qui vient vraiment compléter, suppléer ta grimpe. En tout cas, c'est la façon dans laquelle je vois les choses. Ensuite, le dosage. Il faut avoir un certain dosage en tête. Il faut que lorsque tu fais des exercices de renforcement, le temps que tu investis te permet d'avoir un retour sur investissement qui est assez bénéfique, qui en vaut la peine. Si tu passes, par exemple, 2 heures, 3 heures de ton temps à effectuer, on va dire, des tractions tout au long de la semaine, je pense que
tu pourrais allouer peut-être plutôt 2 heures de plus à la grimpe, à développer ta technique, à développer ta tactique, ton mental, bref, des compétences liées à la grimpe. Parce qu'avant tout, je pense que la plupart des personnes sont quand même limitées davantage par leur technique, par leur connaissance de ce sport, par leur connaissance de leur propre corps. On parle vraiment d'une connaissance de soi, une connaissance de ses capacités, de ce qu'on peut faire, tu vois, en termes de proprioception. Je vois beaucoup de grimpeurs, par exemple, notamment en voie, utiliser leurs bras pour toucher la dégaine pour être sûr de pouvoir l'atteindre. Quelqu'un qui a développé une bonne proprioception, il va être capable juste d'un coup d'œil, voilà, avec ses 2 yeux, il va analyser la profondeur d'une prise, d'une dégaine, et il va se dire, ah, ça correspond à mon allonge, je sais que je peux déjà la toucher, je sais que je peux l'atteindre, je vais pouvoir, hop, clipper la dégaine. En bloc, c'est un peu pareil, notamment lorsque tu dois faire des jetés. Tu peux évaluer la distance et savoir directement ce jeté-là, je vais y arriver en mettant autant de force dedans, je reconnais ce mouvement. Maintenant, je vais te parler un peu de mon expérience perso. Alors, moi, il faut savoir que le conditionnement, le renforcement musculaire, j'en ai pas fait avant 5 ans, 6 ans. Je pense que j'ai démarré le conditionnement, le renforcement à partir de ma 6e année de grimpe. Donc, au début, je n'en faisais absolument pas. Je faisais que de la grimpe. Et pour même tout te dire, lors de mes 3 premières années de grimpe, je ne savais même pas que la grimpe en tête existait. Moi, j'ai démarré par du bloc, mais très vite. En fait, j'ai découvert ce sport avec du bloc, mais très vite, je me suis orienté vers un club de voie. Et donc la voie, on n'avait que de la moulinette, pas de tête, rien de plus. Et donc les seuls agrès à ma disposition, c'était un petit mur qui était inclinable, donc comme on pourrait avoir maintenant une kilter, mais cette fois-ci avec une manivelle, et un mur de 7-8 mètres de haut, où on faisait de la moulinette. Eh bien, figure-toi que j'ai réussi à atteindre le niveau de 7C voie et j'ai grimpé juste avant de partir lors de ma première fois en falaise, un vrai trip falaise, mon premier 8A voie, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'entraînement, mais pas à l'entraînement déjà, enfin je m'intéressais déjà à l'entraînement en termes d'escalade, dans la gestuelle, les filières énergétiques, tout ça, mais pas non plus aux exercices de conditionnement, aux agrès qu'il existait. De toute manière, c'était quelque chose qui n'existait pas vraiment, tu vois, les poutres, les beastmakers et compagnie. Alors, je dis pas que ça n'existait pas avant, mais c'était beaucoup moins démocratisé. Moi, ce que j'ai connu, ce sont les vieilles poutres de résine, vraiment imitation roche. Donc, tu vois, quelque chose, je pense, sur lesquels on n'aimerait pas s'entraîner aujourd'hui. Enfin bref, c'est ce que j'avais, je me souviens, dans ma salle, mais que je n'utilisais pas parce que j'y voyais pas l'intérêt, je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Et donc, avant, lorsque j'ai commencé à m'entraîner, j'ai utilisé plutôt 3 agrès principalement. Donc le but, lorsque j'ai fait ça, c'était avant tout pour gagner en force. Tu vois, j'étais un grimpeur assez svelte, et comme j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur l'escalade à un problème avec le fait d'être très léger, moi j'étais tombé un petit peu là-dedans, donc j'étais peut-être 10 kilos plus léger que mon poids actuel. Bon, j'étais plus jeune évidemment, mais mon but avec tout ça était de gagner globalement en force, parce que au niveau de la technique, je commençais à être pas trop mal, tu vois, 7C8A, je commençais à connaître un petit peu le sujet, mais j'avais besoin d'un peu plus de force, j'étais limité par ma force. Et donc j'ai commencé à faire des anneaux, lorsque j'ai pris mon tout premier plan d'entraînement avec Lattice Training, et donc je me suis ouvert, je dirais, à tout ce qui est exercice de gainage, donc les anneaux avec les TRX, que ce soit les Pronti, les I, les Y, le fait de travailler un petit peu la scapula, bref, les antagonistes. J'ai découvert ça, donc j'en ai implémenté pas mal. C'est là où j'ai aussi fait pas mal de planches pour développer encore plus le gainage, notamment lorsqu'on est en dévers, pour pouvoir maintenir les pieds et les griffer malgré la gravité qui nous pousse en dehors du mur. Et ensuite, j'ai fait aussi pas mal de poutres. C'est là où j'ai découvert la poutre. J'en ai fait une vidéo, ça remonte peut-être à 4-5 ans, sur le protocole Eva Lopez. Donc c'est vraiment pour moi les premiers contacts que j'ai eu avec l'entraînement, notamment avec la poutre. À l'occasion, je m'étais construit moi-même ma première poutre qui est actuellement toujours présente, toujours là. Elle a eu beaucoup de problèmes, elle est tombée, elle s'est cassée, brisée, mais je l'ai rafistolée et elle me sert encore. Franchement, je pense que je dois une grande partie de ma progression grâce à cette poutre que j'ai, au fur et à mesure des années, améliorée, designée, bref, que j'ai utilisé pour m'entraîner. Et enfin, j'ai utilisé aussi le panguliche. Donc j'avais construit à l'époque un panguliche dans mon cerisier, dans mon jardin. Donc ça a été une sacrée entreprise. J'ai jamais fait de vidéo, il me semble que j'avais des extraits, mais j'ai jamais sorti de vidéo. J'avais essayé de montrer voilà, la peinture, tout ce que j'avais fait, les lattes, comment ça s'était produit, passé. Mais il faut retenir juste que j'avais fait
du Pangulich. J'avais créé ce Pangulich déjà parce que j'étais émerveillé par l'histoire de Wolfgang Gulich. J'étais vraiment dans cette période, waouh, action directe, le 9A. Je te mettrai peut-être quelques vidéos, mais il faut savoir que c'est vraiment un mouvement qui est lunaire et qui est iconique. Tu as ton mono et tu viens envoyer sur un autre mono, bref. Ça m'a fait rêver et je me suis dit, mais oui, la force contact, c'est aussi quelque chose à développer. Ça fait partie de l'entraînement. Je lisais aussi un autre bouquin d'Eric Horst qui parlait de la force contact, du complex training, et j'avais besoin d'un Pangulich. Je m'étais dit, écoute, je vais en construire un, je vais créer moi-même mon environnement pour m'entraîner. Et donc tout ça a fait que j'ai pu développer énormément de force en très très peu de temps. Donc mon niveau a forcément augmenté, mais d'un autre côté, j'avais beau avoir créé tout cet environnement pour développer ma force, je ne réussissais pas à l'appliquer comme je le souhaitais. Je n'arrivais pas à, si tu veux, capitaliser sur cette force. Et maintenant, donc on est plutôt, je dirais, depuis un ou 2 ans, j'ai pris conscience progressivement de toutes mes capacités physiques. Alors je sais que je ne suis pas mauvais, loin de là, j'ai vraiment rien à envier à la plupart des gens, mais par contre, ce que j'ai à envier aux meilleurs grimpeurs, aux grimpeurs qui sont moins forts que moi, c'est leur capacité à mobiliser leur force, à mobiliser leurs ressources. Et donc cette réflexion-là, tu vois, c'est une réflexion qui m'est venue après plusieurs trips infructueux. Alors bien sûr, il y a des raisons externes à ça, mais il y a aussi des raisons internes au fait de ne pas réussir à pousser les cotations. Tu vois, je sais que j'ai en moi largement de quoi faire du 8C voies et peut-être même plus, mais sur le papier, j'ai jamais réussi à faire plus de 8B en falaise, et ça, j'avoue que c'est quelque chose d'assez frustrant. Ça va faire 4 ans que j'ai ce plateau, et je me suis dit, mince, c'est pas possible, je devrais être capable de faire plus souvent, plus facilement. Et donc, je t'en avais parlé, mais il y a forcément cet aspect environnement, exposition. Moi, j'habite dans le nord, donc les falaises, il y en a très très peu. Les premières falaises sont à 2 heures côté de Freyr, sinon c'est plutôt le Luxembourg 4 heures, et après, j'en passe, il faut partir plusieurs jours. Donc c'est assez compliqué pour moi d'aller en extérieur. Bref, maintenant que j'ai réalisé que j'avais gagné en force mais que je devais apprendre à l'appliquer, je me suis dit, c'est bon, la force, on arrête. Les agrès, c'est plus aussi important qu'avant. Maintenant, tu vas te concentrer sur la gestuelle. Comment tu appliques cette force? Et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches, c'est là où je me suis intéressé plus ou moins et de manière plus précise au mouvement, littéralement au mouvement, parce que l'escalade, c'est avant tout du mouvement. C'est pour ça que tu vois dans des salles, des fois, des personnes qui sont vraiment très faibles ou qui ont beaucoup d'expérience et qui te mettent des buts dans des blocs, tu sais même pas comment, ou même dans des voies, mais parce qu'ils ont cette expérience, ce mouvement, cette façon de se placer, juste d'être efficace, plus efficient que toi, avec moins de ressources. Et c'est cette remise en question qui va te permettre, toi, d'aller plus loin, mais il faut être avant tout honnête avec toi-même. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je pratique toujours mes exercices de force à doigt sur ma poutre, ma fidèle poutre, mais cette fois-ci seulement pour maintenir ma force à doigt. Je ne cherche plus réellement à la développer, tu vois. J'ai un rapport poids-puissance qui est souvent toujours aux alentours des 200%, plus ou moins. Donc ça me suffit largement pour, tu vois, grimper un 8C falaise. Et si un jour je dois aller plus loin, je la développerai. Ensuite, je travaille plutôt maintenant les antagonistes. Alors ça, c'est quelque chose de très récent et ça a fait tilt dans ma tête suite à l'une des vidéos à propos d'Aiden Roberts. Donc c'est un grimpeur, je pense que tu le connais. Si tu le connais pas, c'est un mec, je pense qu'actuellement c'est un des meilleurs grimpeurs de blocs en extérieur. À son actif, il doit avoir au moins 3 ou 4 9A blocs. Donc tu vois, c'est pas n'importe qui. Et dans l'une des vidéos de Lattice Training, il parlait de ses entraînements, notamment celui de la coiffe des rotateurs, des stabilisateurs de l'épaule, où tu le voyais avec une haltère. Je te montre le mouvement. Et il venait en fait ici chercher de l'amplitude vers l'arrière de son buste. Et c'est ce qu'il appelle le vacuum style. Donc le vacuum style, c'est l'idée de pouvoir tirer son buste vers l'avant le plus possible avec les épaules en arrière. Donc tu as besoin d'une certaine mobilité au niveau des épaules, mais également au niveau du bassin. C'est pour ça qu'il a une énorme ouverture de hanche. Et donc là, il est important de développer une souplesse, mais au-delà de la souplesse, une certaine mobilité dans tes hanches. C'est aussi un point de travail pour moi actuellement, donc pour développer mon écart facial. L'idée avec tout ça, je t'explique, tu vas voir, la logique, elle est très simple. Si tu es capable de développer plus de force avec tes épaules pour te tirer en arrière, imagine que j'ai des réglettes ici, je me mets de profil. Si je manque de souplesse, j'ai les bras en avant. Le problème, si j'ai les bras en avant, c'est que mon centre de gravité, lui, est en arrière. Maintenant, si j'arrive à tirer, ce qui se passe, c'est que mon centre de gravité, lui, commence à passer vers l'avant. Donc s'il est plus vers l'avant, imagine, je pense que tu vois où je veux en venir, j'ai plus de force qui viennent sur mes pieds. Et donc, lorsque j'ai plus de force sur les pieds, j'en ai moins sur les mains, ce qui te permet finalement, grâce à une meilleure amplitude de mouvement, une plus grande souplesse, d'appliquer moins de force dans tes bras, dans tes doigts, et donc d'être un petit peu plus fort.
d'être plus fort théoriquement. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est bien d'aller taper dans ses faiblesses parce que il est plus facile de développer, de s'améliorer en travaillant ses faiblesses plutôt qu'en travaillant déjà des points forts, parce que la force, physiologiquement parlant, en étant à 200% de mon poids de corps sur les réglettes, je ne vais pas réalistiquement réussir à atteindre 250% de mon poids de corps. C'est possible, mais il va falloir que je mette énormément d'efforts pour atteindre ce chiffre, alors que si je mettais ne serait-ce qu'un quart de ces efforts dans le développement de ma souplesse, je pourrais avoir tout autant de résultats. Parce qu'un bassin qui est plus proche du mur, un centre de gravité qui est plus proche du mur, c'est tout autant de force en moins sur les bras. Maintenant, je reparle du bassin. Dans son vacuum style, il fait énormément de pancakes. Le pancakes, c'est lorsque tu te mets en straddle, c'est lorsque tu te mets en écart facial avec les jambes, et que tu viens venir avec ton buste à l'horizontale. Je te montre rapidement. Tu viens ici et tu descends, comme ça. Lorsque tu fais ça, tu travailles également l'ouverture de bassin, l'ouverture de hanche. Et donc, si ton bassin est plus proche du mur, que ton buste ensuite est plus proche du mur grâce à ta souplesse d'épaule que tu as développée, eh bien forcément, ton centre de gravité, lui, est propulsé vers l'avant, ce qui te permet, toi, encore une fois, d'avoir encore moins de force dans les doigts. En tout cas, d'être beaucoup plus efficient. Tu vas utiliser beaucoup moins de force pour le même résultat, parce que toute la force que tu mettais avant sur les doigts pour te tirer vers le mur, pour te maintenir vers le mur parce que ton cul était en arrière, maintenant il est redirigé, puisque tu es vers l'avant, sous tes pieds, sur tes pieds plutôt. Et ça te permet d'être plus efficace, d'être plus efficient dans ta grimpe, et donc on parle ici d'une vraie gestuelle. Donc pour développer ça, une fois que tu as fait tes exercices d'antagonisme, de renforcement, de souplesse, tu vas venir sur le mur. Moi c'est ce que je fais, je passe beaucoup plus maintenant de temps sur le mur pour essayer de développer, tu vois, cet IQ, ce QI de grimpeur, en utilisant davantage mes membres d'une manière plus efficiente afin de grimper des cotations plus élevées en étant plus économe dans ma grimpe. Bref, en conclusion, l'escalade c'est avant tout un sport de mouvement. Alors, bien sûr, il y a de la force pour moi qui primera toujours sur la technique, seulement au tout début de sa carrière, je dirais, de grimpeur, parce qu'il faut être capable de tenir les prises. Si tu ne tiens pas les prises, tu pourras faire ce que tu veux, tu n'atteindras jamais le sommet d'une voie, tu ne pourras pas décoller du sol. Mais une fois que tu es capable de faire ça, une fois que tu es capable de serrer les prises, de grimper, il y a tout un aspect développement de gestuelle. Et ensuite, lorsque tu as développé cette force, il va falloir passer à l'application de cette force, l'application intelligente. C'est surtout ça d'abord. Ce qu'on cherche, c'est une application intelligente de ta force. En résumé, on pourrait conclure cette vidéo de cette manière. Le conditionnement, il faut le voir comme une manière de développer ton potentiel, tu vois. Admettons, tu es capable, voilà, de tirer 100 kg avec tes deux mains. Si tu fais encore du panguliche, si tu fais encore de la poutre, tu vas pouvoir monter à 120 kg. Mais ça ne veut pas dire que tu es capable de tirer 100 kg ou 120 kg lorsque tu es sur le mur, lorsque tu es en épaule ou avec une inversée. Ça, c'est juste le potentiel. Tu vois, il y a un potentiel, c'est quelque chose, c'est une hypothèse. Tu peux atteindre ce niveau. Maintenant, lorsqu'on grimpe, lorsqu'on vient grimper et qu'on cherche à développer sa gestuelle, on va venir réaliser ce potentiel. Donc ton niveau de grimpe, il est là, ta jauge de potentiel, elle est là. Et lorsque tu grimpes, tu viens grignoter ton potentiel jusqu'à l'atteindre. Et les personnes qui passent leur temps à grimper, souvent leur potentiel il est déjà maxé. Et le problème, enfin c'est pas un problème, la chose à faire pour eux, c'est de développer ce potentiel en faisant du renforcement, du conditionnement. Maintenant, quelqu'un qui passe beaucoup de temps, plutôt comme moi, parce que finalement j'avais pas accès à des salles d'escalade, j'avais pas accès à beaucoup de salles autour de chez moi, je me suis construit un environnement pour développer mon potentiel, donc mon potentiel est assez haut par rapport à mon niveau maximal, et ce que je dois faire, c'est tout simplement grimper un peu plus pour réaliser ce potentiel étape par étape. Donc voilà ce que j'en pense, voilà mes réflexions. Je te rappelle juste rapidement que ce week-end est le week-end du Black Friday. Si tu souhaites profiter de mon accompagnement, d'obtenir les mêmes résultats que mes précédents clients, c'est-à-dire passer un cap dans ton niveau en escalade, tu peux cliquer sur le premier lien en dessous de la vidéo qui va te rediriger vers mon site internet. Tu vas pouvoir profiter de moins 50% sur tous mes produits, c'est-à-dire mon accompagnement et un coaching en ligne si besoin, grâce au code BLACK50. Je te mets tous les liens dans la description. Bref, j'en parle plus. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi bien. Moi, personnellement, je vais bientôt faire une vidéo spéciale Kilter. On a enfin reçu la Kilter dans notre club et j'ai hâte depuis un moment de te faire une vidéo de présentation, mais aussi une vidéo de séance où voilà, je vais faire une séance à part entière, un peu vlog, où je te montrerai les blocs, l'application, comment ça se passe. Bref, j'essaie de mettre ça en place dans quelques semaines. Je te dis à la prochaine. Ciao.